Au cœur du quartier d'affaires de la Défense, une berline noire aux vitres teintées glissa silencieusement jusqu'au pied d'une tour de verre et d'acier. Amadou Diop en descendit avec l'aisance d'un homme habitué à se mouvoir dans les arcanes du pouvoir sans jamais attirer l'attention. Il n'était pas de ceux qui avaient besoin d'une escorte pour annoncer leur présence. Ce genre de théâtre était réservé aux hommes qui cherchaient encore à prouver leur légitimité. À 48 ans, Amadou avait depuis longtemps dépassé ce stade. Grand, les épaules larges mais sans être imposant, il dégageait une présence tranquille, celle de quelqu'un qui a plus l'habitude d'écouter que de parler. Ses cheveux crépus, coupés très courts, étaient parsemés de gris. Sa peau, d'un brun profond, n'était marquée que par de fines rides au coin de ses yeux. Des lignes gagnées au fil de décennies passées à garder un visage impassible, tandis que des salles entières le sous-estimaient. Ce jour-là, il portait un costume en laine bleu marine, sans marque apparente mais à la coupe parfaite, une cravate argentée discrète, et tenait à la main un fin portefeuille en cuir noir. Aucun logo, aucune ostentation. La précision, pas la prétention. La façade de Biogenèse se dressait au-dessus de lui, tout en lignes pures et en ambition architecturale. À l'intérieur, l'air était refroidi juste en deçà du confort, et l'odeur du marbre poli et de la stérilité des grands groupes flottait dans le hall. Derrière un bureau d'accueil d'un blanc immaculé se tenait une jeune femme blonde, la vingtaine à peine, au visage agréable et soigneusement neutre, comme on l'apprend au personnel de front office. Son badge indiquait « Chloé ». Amadou s'approcha d'un pas mesuré, conscient, toujours conscient, de la manière dont il occupait l'espace. Il offrit un signe de tête polie. « Bonjour, j'ai rendez-vous à 10 heures avec Charles-Henri de Varenne. » Chloé leva les yeux. Chloé leva les... Son regard, d'abord ouvert, vacilla une fraction de seconde en se posant sur lui. C'était microscopique. Un clignement de cils un peu trop long, une légère inclinaison du menton, puis le sourire professionnel revint. « De la part de » demanda-t-elle, les doigts suspendus au-dessus de son clavier. « Diop, Capital and Stratégie », répondit calmement Amadou. « Amadou Diop ». Il y eut une brève pause. Le tapotement de ses doigts ralentit. Elle ne dit pas « Ah », mais c'était tout comme. « Bien sûr », dit Chloé, le ton enjoué mais un peu trop appuyé. « Pourriez-vous patienter dans l'espace d'attente là-bas ?» Elle désigna une rangée de chaises sans accoudoir alignées contre un mur de verre dépoli. Des sièges fonctionnels, inconfortables, conçus pour les coursiers et le personnel de livraison. Le regard d'Amadou glissa vers l'autre côté du hall, où un salon cossu, fauteuil moelleux, machine à expresso, véritables œuvres d'art au mur, était occupé par deux hommes blancs en costume qui discutaient devant des cappuccinos. L'un d'eux leva brièvement les yeux, nota la présence d'Amadou et retourna à son téléphone sans un signe. Amadou ne protesta pas. Il se dirigea vers la zone d'attente austère et s'assit sans se presser, son portefeuille posé sur ses genoux croisés. Le coussin était aussi dur que prévu. Il ne bougea pas. Au lieu de cela, il observa. Biogenèse était une cathédrale dédiée à l'optimisme biotechnologique. Des écrans diffusaient en boucle des animations de brins d'ADN et des simulations d'anticorps. Des slogans étaient gravés dans le verre. La santé de demain, aujourd'hui. Les employés traversaient le hall en un flot continu. Jeunes, dynamiques, majoritairement blancs. Les costumes des hommes étaient des déclinaisons de gris ou de marine. Les femmes portaient des blazers conservateurs ou des chemisiers rentrés avec une précision clinique. Amadou nota l'homogénéité avec un détachement de statisticien. Il n'était pas surpris. Il l'était rarement. Il jeta un œil à sa montre. 10h04. Aucune réaction du bureau d'accueil. Un homme en veste de lin beige fut immédiatement conduit depuis le salon VIP vers un ensemble de portes doubles dépolies.
Amadou aperçut son badge. Jean-Claude Lefebvre, Lefebvre un associé. La réceptionniste lui sourit chaleureusement à son passage. Amadou reporta son attention sur ce qui l'entourait, scrutant le non-dit. Les regards jetés dans sa direction étaient subtils. Un agent de sécurité l'examina lentement depuis sa position derrière une plante verte. 2 collaborateurs chuchotèrent près des ascenseurs, leurs yeux allant et venant entre lui et le vide. À 10h18, Amadou avait tout catalogué. Le ratio entre le personnel subalterne de couleur et les cadres en costume. Le nombre de femmes à des postes de direction visibles. 0. Le placement stratégique d'images de diversité sur les diaporamas internes. L'inclusion performative déguisée en culture d'entreprise. Il avait déjà vu ça. Ce n'était pas de la déception, c'était des données. À 10h43, une jeune assistante en jupe crayon grise et casque audio s'approcha enfin. « Monsieur Diop ?» demanda-t-elle hésitante, comme si elle s'attendait à ce qu'il la corrige. Il se leva, acquiesçant d'un petit signe de tête. « Oui, veuillez me suivre », dit-elle, le menant non pas par les portes doubles vers les suites de conférences, mais dans un couloir latéral, au néon vacillant et à la moquette terne. Le couloir débouchait sur une petite salle de réunion sans fenêtre. 3 chaises de chaque côté d'une modeste table en stratifié, un écran mural figé au milieu d'une mise à jour. Amadou entra en silence. Pas de café, pas d'eau, aucune tentative d'hospitalité. À l'intérieur, Charles-Henri de Varenne était assis, consultant son téléphone, la posture décontractée, une cheville posée sur son genou comme s'il attendait un stagiaire. À 55 ans, Charles-Henri portait l'arrogance comme une seconde peau. Les cheveux clairsemés mais peignés en arrière avec assurance, les yeux vifs, la bouche prompte au rictus. Son costume de tailleur était impeccable, la pochette un peu trop bien pliée. Il ne se leva pas. « Diop », dit-il sans lever les yeux, en faisant un vague geste vers la chaise en face. « Asseyez-vous ». 3 autres hommes se trouvaient déjà dans la pièce, entre 40 et 60 ans, tous des variations du même archétype. Pâles, en costume, sûrs d'eux. L'un sirotait son café dans un gobelet siglé de l'entreprise. Un autre offrit un bref hochement de menton, le strict minimum de la courtoisie. Le 3e toisa Amadou de haut en bas d'un regard lent et évaluateur, puis détourna les yeux comme s'il avait pris sa décision et était passé à autre chose. Amadou s'assit. Aucune présentation ne fut faite. Charles-Henri posa enfin son téléphone, joignit les mains sur la table et lança un regard à Amadou. Un regard mêlant scepticisme et ennui. « Alors, dit-il, vous êtes ici pour une sorte d'investissement à caractère social, c'est ça ?» Amadou ne s'y pas. Sa voix était calme, claire et totalement dénuée d'impression. « Je suis ici pour discuter d'un apport en fonds propres potentiel de 2 milliards d'euros. » Les sourcils de Charles-Henri tressaillirent, non pas de surprise, mais de confusion, comme un homme réalisant au milieu d'une blague que son interlocuteur n'en est peut-être pas la chute. « Bien, » dit-il lentement. « Voyons ce qu'on peut faire pour expédier ça. » La lumière baissa légèrement lorsque Charles-Henri de Varenne attrapa la fine télécommande posée à côté de son gobelet. D'une pression nonchalante du pouce, il lança une présentation qui s'anima sur l'écran mural. La diapositive de titre « Biogenèse ». Les solutions biotechnologiques de demain s'afficha avec une photo de banque d'images montrant une technicienne souriante tenant une hélice d'ADN lumineuse. L'animation était léchée mais grossière, accompagnée d'une musique digne d'une publicité pour un médicament. La présentation passa automatiquement à la diapositive suivante. Des icônes surdimensionnées aux couleurs vives. Une puce d'IA, un patient heureux,
un graphique circulaire qui ressemblait plus à une roue de la fortune pour enfants. Charles-Henri se pencha en arrière, un bras nonchalamment posé sur le dossier du siège voisin. Donc, ce sur quoi nous nous concentrons vraiment, c'est la disruption, l'IA qui rencontre la biotech. C'est simple, en fait. Amadou cligna lentement des yeux, sans rien dire. Charles-Henri désigna une bulle intitulée « Pipeline de Machine Learning ». On injecte les données, essais cliniques, historiques patients, séquences génomiques, et l'IA nous dit quoi faire. C'est comme un médecin très intelligent, sauf qu'il ne prend pas de week-end. Il rit de sa propre blague. Personne d'autre ne le fit, bien qu'un de ses cadres esquissa un sourire poli. La diapositive suivante montrait un cerveau de dessin animé traversé par du code binaire. Nous appelons ça notre moteur Neurosolve, c'est notre modèle propriétaire. Le mot « propriétaire » apparut en gras et en rouge. La voix d'Amadou trancha l'enthousiasme forcé comme un scalpel. Pouvez-vous clarifier ce qui différencie votre moteur des architectures transformeurs conventionnelles, spécifiquement en termes de latence d'inférence à grande échelle? L'atmosphère de la pièce changea. L'homme au gobelet se figea au milieu d'une gorgée. Un autre tapa une fois sèchement avec son stylo. La bouche de Charles-Henri resta entr'ouverte un instant de trop. « Eh bien, dit-il en clignant des yeux, ça devient assez technique. Honnêtement, notre directeur technique pourrait vous expliquer les détails de geek mieux que moi. Mais pour la vue d'ensemble, nous... » La latence d'inférence, répéta Amadou. Optimisez-vous pour l'efficacité des démarrages à froid ou pour des pipelines continus. Et pourquoi vos dépenses en R&D ont-elles chuté de 23% au dernier trimestre si vous êtes en phase de montée en charge de l'infrastructure? Charles-Henri fit mine de passer à la diapositive suivante, comme pour changer de sujet par le simple mouvement. Elle affichait un graphique comparant la croissance projetée de Biogenèse à, curieusement, un ballon qui s'élève. « Nous sommes concentrés sur la croissance », répondit-il, esquivant la question financière. « Parfois, les chiffres ne reflètent pas la vision à long terme. Vous comprenez ça, n'est-ce pas ?» De l'autre côté de la table, une voix murmura, assez bas mais suffisamment audible pour qu'Amadou l'entende. Quota diversité, sourire et acquiescer. Les mots restèrent en suspens dans l'air, comme une fuite lente dans une cabine pressurisée. L'homme qui les avait prononcés, la cinquantaine bien tassée, ne prit même pas la peine de lever les yeux de sa tablette. Son voisin eut un petit reniflement involontaire. Amadou fit une petite marque dans le coin de son carnet. Charles-Henri s'éclaircit la gorge, soudainement ranimé. « Changeons de sujet un instant, » dit-il avec une vivacité exagérée. « Amadou, pourquoi ne nous parleriez-vous pas un peu de votre parcours? Je pense que tout le monde ici bénéficierait d'entendre comment vous en êtes arrivé là. Une véritable success story à l'américaine, n'est-ce pas? » La phrase tomba avec le poids de 1000 autres moments similaires. Les salons d'aéroport où on le prenait pour un agent de sécurité. Les galas où les donateurs supposaient qu'il était le chauffeur. Et les salles de conseil comme celle-ci, où sa présence était considérée comme une source de motivation plutôt que comme une force économique. Amadou sourit faiblement, de ce genre de sourire qui n'atteint pas les yeux. « Vous aimeriez que je partage une histoire personnelle ?»« Bien sûr, » dit Charles-Henri d'un geste large. « Vous avez une narration puissante, j'en suis certain. Parti de rien, n'est-ce pas ? Défier les pronostics. » Un des cadres se renversa sur sa chaise, les bras croisés, se préparant à être ému. Un autre appuya discrètement sur le bouton d'enregistrement de sa montre connectée, comme s'ils allaient assister à un TED Talk inspirant. Ils ne cherchaient pas un père, ils cherchaient une parabole. Amadou cliqua son stylo, lentement, méthodiquement. Puis, avec un calme étudié,
Il tourna une page de son carnet et écrivit d'une écriture soignée. Sujet recadré en symboles. Ni père, ni partenaire. Décor. Il leva les yeux. Son expression était neutre, mais l'acier derrière était indubitable. « Je préférerais, dit Amadou d'un ton égal, poursuivre notre audit sur vos indicateurs de rétention des cadres. Spécifiquement, j'aimerais examiner la diversité au sein de la direction sur les 5 dernières années fiscales et la comparer aux tendances générales de recrutement. » Bon, Charles-Henri cligna des yeux. Eh bien, les chiffres sont un peu dispersés. Je veux dire, nous faisons des progrès. Paris ne s'est pas fait en un jour, n'est-ce pas? Il rit, espérant que quelqu'un le suive. Personne ne le fit. Amadou se pencha légèrement en arrière. Il n'avait pas besoin d'insister. Le silence faisait le travail à sa place. Dehors, à travers la porte vitrée du couloir, les silhouettes floues des employés passaient, ignorant qu'à l'intérieur de cette pièce banale, une ligne de faille venait de se dessiner et que les hommes autour de cette table commençaient à comprendre qu'ils se tenaient du mauvais côté. La pièce était devenue étouffante. L'air était lourd de ce silence qui ne survient qu'après une série de petites humiliations. Amadou avait gardé une expression neutre tout du long. Chaque rictus dédaigneux, chaque commentaire en aparté, chaque pique à peine voilé déguisé en plaisanterie. Son pouls, cependant, battait avec un tonnerre silencieux. Ses salles avaient déjà essayé de le définir. Celle-ci n'était pas différente, sauf que maintenant, il ne venait plus pour demander la permission. Charles-Henri referma son ordinateur portable d'un claquement sec, signifiant la fin de la réunion comme un professeur renvoyant sa classe. Les autres cadres s'agitèrent sur leur siège, murmurant des « bonnes réunions » et consultant leurs montres comme s'ils avaient quelque chose de plus pressant à faire qu'un potentiel investissement de 2 milliards. Amadou se leva avec une grâce étudiée. Il ajusta le poignet de sa chemise, des mouvements petits et précis, et s'avança vers Charles-Henri, la main tendue. Ce n'était pas une offrande, c'était une mesure. Charles-Henri regarda la main. Il ne la prit pas, il la remarqua à peine. À la place, il eut un sourire en coin, de ceux destinés à blesser sans montrer les dents. « Je ne serre généralement pas la main du personnel opérationnel, » dit-il. La pose était délibérée, comme un stylet glissant entre les côtes. Le moment n'explosa pas, il implosa, silencieusement, dévastateur. L'un des cadres toussa, feignant d'avoir quelque chose dans la gorge. Un autre fixa intensément son téléphone. Le troisième cligna rapidement des yeux et regarda le sol, comme si sa seule volonté pouvait le faire disparaître. Amadou ne broncha pas. Il laissa sa main tendue en l'air juste assez longtemps pour que son absence résonne, puis la retira lentement. Il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste, sortit son téléphone, tapa un seul mot. « Déclenché ». Puis une deuxième phrase. Phase 1. Il le rangea, regarda Charles-Henri droit dans les yeux et dit, d'une voix calme, presque tendre, « Certains ne comprennent que la valeur d'une poignée de main que le jour où plus personne ne leur en propose. » Puis il sourit très légèrement, un sourire ni chaleureux, ni cruel, inévitable. 10 minutes plus tard, alors qu'Amadou était raccompagné vers le hall par la même assistante qui, ce matin, n'avait pas osé le regarder dans les yeux, quelque chose d'imperceptible changea dans la tour. Les traders de la Société Générale, de l'autre côté du parvis, remarquèrent les premiers la baisse, un frémissement fractionnel dans l'action de biogenèse. Rien d'alarmant, mais inhabituel.
L'équivalent de 4% de leurs analystes le signalèrent. Le temps qu'Amadou passe les portes tournantes, une autre firme l'avait déjà marqué pour une analyse plus approfondie. À l'intérieur, Charles-Henri était adossé à la table de conférence, regardant la porte par laquelle Amadou était sorti. « Merde !» marmonna-t-il pour lui-même, encore incertain de la raison pour laquelle ce dernier regard l'avait tant déstabilisé. L'assistante revint. « Monsieur Diop a demandé un dernier entretien avant son départ, » dit-elle prudemment. Charles-Henri fronça les sourcils. « Maintenant ?» Il hésita, puis se leva. « Très bien, faites-le monter. » 5 minutes plus tard, Amadou se tenait dans le bureau d'angle de Charles-Henri. La vue s'étendait sur tout Paris, nette, impériale. Le bureau sentait un mélange de cuir, d'ozone et de vieux bourbon. Charles-Henri désigna un fauteuil, mais Amadou resta debout. Charles-Henri glissa les mains dans ses poches, tentant une allure décontractée. « Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe ?» Amadou ouvrit son portefeuille et en sortit une feuille, propre, structurée. « Avant de partir, je tiens à faire le point sur ce qui s'est passé aujourd'hui. » Charles-Henri eut un petit rire nerveux. « Écoutez, si le ton de tout à l'heure vous a froissé, vous savez comment sont ces réunions. Rapides, un peu agressives. Ne le prenez pas personnellement. » Amadou posa la feuille sur le bureau de Charles-Henri sans cesser de le fixer. « Voici un bref inventaire. On m'a fait attendre 45 minutes sans explication. On m'a dirigé vers une zone d'attente secondaire. On m'a escorté vers une salle de réunion déclassée. On m'a présenté un support marketing superficiel à la place de données substantielles. On m'a parlé comme si j'étais un novice dans le domaine. On m'a questionné sur mes qualifications hors de tout contexte, qualifiées de quota diversité. Et finalement, on m'a refusé une courtoisie professionnelle élémentaire, une poignée de main. » Le visage de Charles-Henri se crispa légèrement. « Écoutez, Amadou, vous ne m'avez pas appelé Monsieur Diop, » l'interrompit doucement Amadou. « Pas une seule fois. » Charles-Henri se décala. « Je ne voulais pas... » « Vous l'avez fait, » dit Amadou, avec une précision qui mit fin à la conversation avant même qu'elle ne puisse commencer. Charles-Henri afficha un sourire crispé, cherchant manifestement une bouée de sauvetage. « Écoutez, on peut repartir à zéro. Allons déjeuner un de ces jours. Juste nous deux. »« Je ne suis pas venu pour déjeuner, » dit Amadou, plongeant à nouveau la main dans son portefeuille. Cette fois, il en sortit une note de synthèse d'une seule page. « Je suis venu pour évaluer votre entreprise, votre direction, votre culture. » Charles-Henri accepta la feuille d'une main lente. Ses yeux parcoururent le contenu. Des mots-clés sautèrent aux yeux. Posture publique versus pratique privée, composition du comité exécutif, audit, alignement avec le climat investisseur, modélisation du risque éthique. Son visage se décolora légèrement. « Ça fait partie de votre pitch ?» demanda-t-il, bien qu'il sût déjà que non. Amadou boutonna sa veste. « Je ne pitche pas, je place. » Le téléphone sur le bureau de Charles-Henri vibra, puis encore, et encore. Il le décrocha. Une alerte des relations investisseurs. Activité inhabituelle détectée. Volatilité de l'action dépassant le seuil. Une seconde notification. 3 analystes ont dégradé la perspective à court terme. Ses yeux se levèrent. Amadou était déjà à la porte. Charles-Henri s'avança. « Attendez, vous êtes avec qui exactement ?» Amadou s'arrêta, une main sur le cadre de la porte. « Vous connaissiez mon nom, » dit-il d'un ton égal. « Vous ne vous êtes juste pas soucié de savoir qui j'étais. Et sur ce,
Il quitta la pièce. Dans le couloir, 2 employés chuchotaient devant un moniteur. L'action de Biogenèse était maintenant en baisse de 3,1% et continuait de chuter. Charles-Henri resta immobile dans son bureau d'angle, tandis que la ville bourdonnait autour de lui, indifférente. Pour la première fois depuis longtemps, il réalisa qu'il n'avait aucune idée de la pièce dans laquelle il se trouvait vraiment, ni de qui venait d'en sortir. À la fin de la journée, le bourdonnement n'était plus confiné au couloir de Biogenèse. Il s'était répandu sur les chaînes Slack, les fils Twitter, les conversations privées d'investisseurs et les publications LinkedIn, voilées de jargon d'entreprise mais chargées de venin. Au début, c'était subtil. Un ancien employé postant, pas surpris d'entendre que Biogenèse attire enfin l'attention. Certains d'entre nous ont des histoires à raconter. Puis un autre, puis 20 autres. Et enfin, le hashtag apparut, Biogenèse toxique. Les histoires arrivèrent par vagues. Des emails codés décourageant certains types de recrutement, des évaluations de performance qui sous-évaluaient systématiquement les contributions des femmes, des commentaires sur l'apparence, la voix, la compatibilité culturelle. Les clauses de confidentialité n'avaient plus d'importance. Pas quand la maison brûlait déjà. En 72 heures, le cours de l'action avait chuté de 12%. L'hémorragie ne s'arrêtait pas. Les analystes qui chantaient autrefois les louanges de Biogenèse révisaient maintenant leurs prévisions, notant des préoccupations concernant la gouvernance d'entreprise et l'instabilité culturelle. Les journalistes flairèrent de l'odeur du sang. Les Échos, la Tribune, même Le Monde contactèrent d'anciens employés. Les lanceurs d'alerte ne se cachaient de plus. Au siège de Biogenèse, l'ambiance était devenue cassante. L'étage de la direction, autrefois suffisant et arrogant, ressemblait à une cage où des fauves tournaient en rond. Charles-Henri était assis seul dans son bureau, les stores à moitié baissés, la télévision muette affichant des tickers financiers d'un rouge maladif. Son téléphone ne cessait de sonner. Le conseil d'administration non plus. La réunion d'urgence fut convoquée le 3e matin. La salle du conseil était froide, non pas en température, mais en tonalité. Les administrateurs étaient assis en formation sévère. À la tête de la table, la présidente Elisabeth Moreau croisa les mains avec une retenue visible. « Nous avons reçu un document, dit-elle, du bureau d'Amadou Diop. » Elle brandit un dossier, épais, immaculé, une couverture blanche sans logo, juste un titre centré en police sobre. Standards de culture d'entreprise pour la viabilité d'investissement. À l'intérieur se trouvent 12 conditions, dit-elle. Diop Capital & Strategy n'envisagera pas de revenir à la table des négociations tant que chacune d'entre elles ne sera pas mise en œuvre et vérifiée de manière indépendante. Un administrateur plus âgé, le visage rougeau, s'exclama. « C'est de l'extorsion déguisée en réforme. » « Non, » dit une voix plus jeune. « C'est une reddition de comptes qui n'a que trop tardé. » Le silence revint, jusqu'à ce que Thomas Reed, le membre le plus ancien du conseil, prenne la parole. « Ma fille, dit-il doucement, est diplômée de Polytechnique, major de sa promotion en informatique. Elle a fait un stage ici un été. Elle n'est jamais revenue. Elle disait que la culture n'était pas faite pour les gens comme elle. Elle enseigne maintenant les sciences au collège, pas par manque de talent, mais parce qu'elle ne voulait plus avoir à prouver qu'elle méritait d'être dans des pièces comme celle-ci. » Il regarda autour de la table. « J'ai défendu cette entreprise plus de fois que je ne peux le compter. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai honte. » La salle devint silencieuse. Elisabeth Moreau attendit, puis dit calmement « Nous allons voter. » 11 voix pour accepter les 12 conditions, 2 contre.
Motion adoptée. Six semaines après le vote, la nouvelle directrice de la technologie de biogenèse, le Dr Leila Anouar, apportait non seulement des lettres de créance de Stanford, mais une présence qui changeait les conversations. Des audits de rémunération révélèrent des disparités salariales et furent corrigés sans fanfare. Mais Amadou ne revint pas. Pas encore. Au siège de Diop Capital et Stratégie, un samedi, il était assis au milieu d'un cercle de 12 personnes. Ils étaient tous jeunes, brillants et ressemblaient tous à des gens que l'industrie avait tenté d'ignorer. Noirs, maghrébins, asiatiques, diplômés de première génération. « Devinez quelle est la chose la plus chère que j'ai jamais offerte ?» demanda-t-il. Quelqu'un plaisanta. « Un chèque d'1 milliard. »« Non, » dit Amadou. « Une poignée de main, parce qu'une poignée de main signifie « je vous vois, je reconnais votre poids dans ce monde, et tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Mais voici le truc. » Il marqua une pause. « On peut refuser une poignée de main, mais la valeur, la vraie valeur, on ne peut l'ignorer si on l'a bien construite. » 6 mois passèrent. Biogenèse publia son rapport de réforme culturelle. Les audits montraient des changements structurels. Le taux de démission des femmes avait chuté de près de 30%. Le taux de promotion des employés noirs et maghrébins avait doublé. Les investisseurs prirent note. Amadou lut le rapport seul dans son bureau au crépuscule. Il ne sourit pas, mais quelque chose se détendit derrière ses yeux. Il décrocha son téléphone. « Autorisez la phase 2, dit-il. Investissement structuré. Et envoyez le langage du partenariat. » 2 semaines plus tard, Amadou retourna à Biogenèse. Pas de presse, pas de caméra. Alors qu'il sortait de l'ascenseur à l'étage de la direction, la différence n'était pas dans l'art au mur, mais dans la posture des gens. Des ingénieurs en sweat à capuche s'arrêtèrent pour le saluer. Une femme de la comptabilité, qui faisait autrefois semblant de ne pas le remarquer, offrit un ferme « Bienvenue, monsieur Diop ». Et quand il atteignit le couloir menant à la nouvelle suite de la direction, chaque personne dans ce couloir se leva. Un par un, ils tendirent la main, non par peur, non par théâtre, mais avec des paumes ouvertes. Amadou longea la ligne lentement, acceptant chaque poignée de main avec un poids mesuré. Il regarda droit devant lui, dépassant la dernière poignée de main vers les portes vitrées qui portaient désormais une nouvelle plaque sous le nom de l'entreprise. Elle disait « En partenariat avec Diop Capital, investir dans l'humain d'abord. » Et pour la première fois depuis longtemps, Amadou Diop expira. Non pas parce que le combat était terminé, mais parce que quelque part, à l'intérieur de ce bâtiment, il venait enfin de commencer.